Agathe Roby, je suis doctorante, non pas doctorante, n'importe quoi, docteur en histoire médiévale. J'ai eu mon doctorat il y a longtemps, maintenant en 2016, et j'ai travaillé sur la question de la prostitution à la fin du Moyen-Âge. Et du coup, vos enseignants m'ont proposé de venir un peu aujourd'hui vous parler de c'est quoi faire de l'histoire d'une époque qui est quand même assez lointaine, comment on fait, avec quoi on travaille, et puis comment on fait surtout quand on travaille sur un sujet un peu particulier qui touche une partie de l'histoire des femmes, qui sont des personnes qui sont quand même, on le verra, assez discriminées et assez invisibles dans les archives. Donc, alors déjà, n'hésitez pas, j'ai pas trop l'habitude de donner des cours en lycée, donc n'hésitez pas si je parle trop vite, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, et surtout si je ne parle pas assez fort. Alors, pour commencer, je voulais vous parler un peu de la période médiévale, et je voulais commencer par vous poser des questions. Pour vous, c'est quoi le Moyen-Âge et qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais. Les chevaliers. Les chevaliers. Quoi d'autre? Les maladies. Ah, je peux utiliser le tableau du coup? Bien sûr. Merci. Alors. Donc, les chevaliers. Je vais faire 2 colonnes. Hop. Je vais faire 2 colonnes, vous allez comprendre pourquoi après. Quoi d'autre? Allez-y, tout ce qui vous passe par la tête. Oui. Les sorcières, ok. Sorcières en bien ou en mal? Parce que les sorcières, maintenant, ça peut être un truc. En mal? Pardon, des nanas qui jettent des sorts, tout ça. Ok. Quoi d'autre? Ouais. La présence des religions de manière un peu forte. Alors, sorcières. J'écris très mal. Oui. Alors les différents types de classes sociales, qu'est-ce que tu entends par là? Les paysans, le clergé et les nobles. Ok. Oui. Les guerres. Les guerres. Les guerres, les maladies. Les 3 classes. Ok. Quoi d'autre? Oui. Les châteaux. Les rois, les châteaux. Je vais mettre là-dedans ça. Donc les rois, les châteaux. Si vous deviez vous représenter le Moyen-Âge, je sais pas, vous imagineriez ça comment? En termes d'ambiance, tout ça. C'est de vous faire dire des trucs. Ouais. Sombre. Ouais. Strict. Ah, ça m'intéresse aussi. Donc il fait noir, et c'est pas rigolo quoi. Ok, quoi d'autre? C'est tout? Injustice. Des forgerons, injustice, ouais. La monarchie. Donc là, ça va avec les rois. Okay. Est-ce qu'il y a des films, des séries qui vous viennent à l'esprit pour vous représenter le Moyen-Âge? Viking, ouais, très bien. J'entends pas. Attendez, essayez de pas faire trop de bruit. Je sais que c'est un moment où on va être en interaction, donc c'est vous parlez, mais... Ah, j'ai pas entendu. Non, ok. Donc Viking, rien d'autre? Oh, il y en a plein sur Camelot. Donc avec les châteaux, les chevaliers en armure, donc Viking, ouais. Game of Thrones, ok, donc les dragons, tout ça. J'entends pas. Ouais, The Witcher, donc avec les sorciers, etc. Je l'ai pas vu celle-là. Ouais. Le roi Arthur, donc la légende de la table ronde, etc. etc. Si pour vous le Moyen-Âge c'est quoi? Est-ce que c'est un truc plutôt... parce que là, moi si je résume à peu près ce que vous me dites, c'est plutôt une période pas très chouette. Est-ce que c'est l'impression qui ressort ou est-ce que vous en avez une autre représentation? Il y a des banquets, des fours. Ok.
Il y a quand même des teufs, ouais. Ah, alors, il y avait moins de pollution. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc si je résume un peu de ce qui ressort, c'est que le Moyen-Âge n'avait pas l'air très très drôle et que ça n'avait pas l'air super de vivre à cette période-là. Est-ce que ça retrace un peu le sentiment général de cette salle? Ouais, à peu près. Bon. Alors les choses dont je voulais vous parler là, c'est un peu... C'est une période qui est victime de beaucoup de préjugés, en positif et en négatif. Alors vous en avez retracé certaines. Je ne sais pas si vous entendez ça. Souvent, je vous ai mis un peu les différents points qu'on retrouve dans la... Comment dire ? Pas forcément que chez les personnes qui ne connaissent pas le Moyen-Âge, mais dans la société de manière générale, et de comment la période elle est dépeinte. La première que j'ai mise, c'est, je ne sais pas si vous entendez ça souvent, dans la bouche des politiques, à chaque fois qu'ils veulent parler de quelque chose de négatif, ils font « Ah, c'est complètement moyenâgeux, on n'est pas au Moyen-Âge, etc., etc. » Et dans les discours politiques, c'est une période qui est souvent présentée comme une période de rejet, où nous, aujourd'hui, on serait dans une période de progrès, et qu'il ne faudrait surtout pas revenir à cette période. Et donc ça, déjà, c'est absolument faux, puisqu'il faut savoir qu'il y a plein de choses qui sont nées au Moyen-Âge, dont on a hérité dans notre période moderne. Le deuxième point, vous l'avez un peu dit, c'est tout le monde mourait de la peste, il y avait des guerres tout le temps, les gens mouraient de faim, il pleuvait, il y avait de la boue, je ne sais plus qui c'est qui a dit, c'est sombre. Souvent, quand on parle avec les personnes, ils se représentent le Moyen-Âge comme une période où on a l'impression qu'on dirait qu'il flotte tout le temps, qu'il fait froid, que les gens meurent à 20 ans, etc., etc. Alors, c'est pas complètement faux. À la fin du Moyen-Âge, il y a effectivement eu une période où il y a eu la peste, donc il y a quand même la moitié, voire dans certains endroits, 70% de la population qui est morte en très peu de temps. Il y avait effectivement la guerre de 100 ans à la fin du Moyen-Âge, mais en fait, c'est pas du tout révélateur de la période. Ah oui, ça j'ai oublié de vous demander. Est-ce que vous savez de quand à quand ça dure, le Moyen-Âge? Oui. De 600 jusqu'en 1600. Alors de 600 jusqu'en 1600, c'est presque ça. Déjà, ça dure 1000 ans. 476 à 1492, bravo. Certes, ce sont des dates que l'on retient. C'est pas les seules, mais effectivement, c'est une période qui dure 1000 ans, qu'on fait commencer traditionnellement à la chute de l'Empire romain et qu'on fait arrêter à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors vous vous doutez bien que les gens qui vivaient en 476, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont basculé dans le Moyen-Âge, parce que la chute de l'Empire romain, c'est pas un événement. Quand les personnes qui vivaient à cette époque-là, c'était un déclin qui a été très lent. Pareil, la découverte de Christophe Colomb de l'Amérique, c'est pas une nouvelle qui s'est répandue. On n'est pas au XXIe siècle, c'est pas une nouvelle qui s'est répandue rapidement. Donc, ce sont des dates qu'on utilise pour symbolique, mais en fait la césure s'est faite sur un temps beaucoup plus long. Donc une période de malheur, personne ne se lave et tout le monde meurt à 20 ans, donc c'est ce qu'on disait, les gens sont pas propres, alors c'est absolument pas vrai, c'est pareil, on se lavait plus au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Louis XIV et des personnes qui faisaient caca dans les coins des châteaux, etc. Au Moyen-Âge, on se lave. Et en fait, on a peur de l'eau à partir de l'époque moderne. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est à cause de l'eau qu'on se transmet notamment les maladies et la peste. Et donc, on va se laver moins. Et enfin, le dernier point, c'est souvent, on pense qu'au Moyen-Âge, on était un peu idiot. Parce que, pourquoi on dit ça? Parce qu'on vous parle souvent de la Renaissance comme le renouveau des idées, on redécouvre l'Antiquité, les textes antiques, etc. etc. Alors qu'en fait, au Moyen-Âge, on utilisait beaucoup les textes de l'Antiquité. Il y a eu des renaissances aussi au Moyen-Âge, la Renaissance carolingienne, notamment aux alentours de l'an 800.
etc., etc. Donc tout ça, c'est quand même absolument fou. Je vous ai mis une représentation d'un film, c'est un vieux film, je pense pas que vous le connaissiez, c'est Le Roman de la Rose, où on a un peu cette image d'idiot. Je ne sais pas si vous connaissez Les Visiteurs aussi. Vous avez un peu Jacouille, hein, Christian Clavier, qui a l'air complètement idiot et qui fait un peu cet écho à ce Moyen-Âge qui serait complètement sombre. Alors ça, c'est le premier stéréotype. Hop. Le deuxième stéréotype, c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle un peu le Moyen-Âge fantasmé. Hop. Je vois pas mon PowerPoint, pardon, je prends dans tous les sens. Et du coup, c'est un peu cette idée qu'on se fait, que vous m'avez aussi transmis de le château, les princesses, presque les dragons. Hein, bien sûr, il n'y avait pas de dragons, évidemment. Les tournois, et un peu cet idéal des chevaliers en armure, etc., qui viendraient sauver les gentilles demoiselles, etc., etc. Bon, ça c'est pareil, c'est aussi des représentations qui sont là qui vont plutôt vers la question de la nostalgie, de se rappeler une période où c'était quand même mieux avant, etc., etc. Et on a aussi, malheureusement, une utilisation du Moyen-Âge comme une période où il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'immigration, etc., etc. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, on utilise notamment... alors je ne sais pas si vous connaissez Charles Martel, ça vous dit quelque chose, Charles Martel, celui qui aurait chassé les musulmans de France au Moyen-Âge, qui est absolument faux. Hein. Il a juste combattu les Sarrasins à Bordeaux pour les chasser de son territoire, mais pas plus. Oui. C'est quoi un sarrasin? Un Sarrasin, c'est pas... Non, ça c'est un gros raccourci ce que je vais te faire, mais c'est l'équivalent des musulmans, le peuple sarrasin, qui était basé au sud du royaume, enfin pas du royaume de France, et en Espagne. Et en fait, la France, ça n'existait pas au Moyen-Âge. Il y avait un territoire avec plusieurs royaumes. Tu avais le royaume d'Aquitaine, tu avais alors plein de petites enclaves, je ne vais pas te les détailler. Et donc du coup, Charles Martel, à un moment, les Sarrasins qui étaient basés en Espagne et aussi aux alentours de Toulouse, au sud de la France, ont essayé, sont montés, il y avait des conquêtes de territoire. Et donc du coup, aux alentours de Poitiers, Charles Martel est allé combattre les Sarrasins. Et aujourd'hui, on peut retrouver dans certains discours des utilisations politiques de cet événement-là, mais il y en a plein d'autres, en disant oui, à cette époque-là, au Moyen-Âge, il y avait un envahissement de l'étranger et on a chassé les étrangers du royaume de France. Ça existe aussi avec les invasions barbares. Les invasions barbares, ça commence au début du Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une période entre l'Antiquité et le Moyen-Âge où, alors dans les représentations, on dit qu'il y a des barbares qui seraient arrivés dans l'Empire romain et qui auraient mis fin à l'Empire romain. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y avait différents peuples qui se sont au fur et à mesure acculturés avec l'Empire romain, qui se sont mariés entre eux, etc., qui se sont potentiellement de temps en temps affrontés. Et voilà, ça a créé des mélanges de populations. Donc on retrouve aussi ces utilisations politiques du Moyen-Âge dans le sens de c'était mieux avant, mais encore une fois, c'est des représentations qui sont complètement fausses, dans un sens comme dans l'autre du Moyen-Âge. Ça ne fonctionnait pas du tout comme ça, il y avait plein de cultures différentes qui se mélangeaient, etc. etc. Et voilà, le but aussi, c'était de vous montrer qu'il faut un peu essayer le fait de faire de la recherche sur cette période-là permet un peu de montrer que les choses elles sont plus compliquées et d'aller un peu contre les stéréotypes sur cette période. Est-ce qu'on fait des questions à la fin ou ils peuvent poser des questions au fur et à mesure? Ouais, ok. Hop. N'hésitez pas à noter les questions qui vous viennent à l'esprit sur votre feuille. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi, c'est la question du choix de la prostitution comme sujet de recherche. Souvent, on me demande, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est ce sujet? Est-ce que c'est pas un sujet trop précis? Comment on fait pour travailler sur un sujet à cette période-là? Et surtout, pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que ça peut susciter la curiosité. Alors, qu'est-ce qui se passe à la période médiévale sur les questions de prostitution? En fait, il y a une gestion
de la prostitution qui est un peu particulière. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en avez entendu parler, au 19e siècle, il y a des maisons de prostitution qu'on appelle les maisons closes. Est-ce que ça vous parle un peu? Ouais, il y a des séries dessus souvent. Ben, en fait, au Moyen-Âge, alors je vais faire un gros raccourci, c'était à peu près pareil. C'était à peu près pareil, sauf que c'était pas vraiment pareil. En fait, on avait un encadrement de la prostitution, sauf que c'était pas pour les mêmes raisons. Au 19e siècle, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la syphilis, donc qui est une maladie, une infection sexuellement transmissible, qui fait des ravages. Et donc on se dit, pour des questions sanitaires, il faut encadrer la prostitution pour que ça se passe dans certains endroits où on va contrôler médicalement les prostituées pour éviter que la syphilis ne se propage. Bien sûr, c'était que les prostituées qui étaient responsables de la propagation de la maladie et pas du tout les hommes. Donc, ce qui est absolument faux. Là, on va avoir un encadrement public aussi de la prostitution, sauf que c'est pour des autres raisons. Et ça va complètement à l'encontre des stéréotypes que vous m'avez donnés aussi. Vous avez dit, oui, c'est une période super stricte, c'est une période où la religion est très présente et où beaucoup de personnes s'imaginent que ce genre de choses n'était absolument pas possible. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Église, donc l'Église chrétienne, va autoriser l'encadrement de la prostitution pour des raisons d'ordre public et d'ordre moral. Je vous ai mis une citation de saint Augustin, qui est un des pères de l'Église, donc c'est un monsieur qui a vécu aux alentours du IVe siècle, et qui dit quoi? Il dit « chasse les prostituées du palais et les passions troubleront tout ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait des prostituées, parce que sinon en fait, le mal ou les questions de sexualité hors mariage vont se propager dans l'ensemble de la société et ça va causer des désordres, et ça c'est mal parce que donc la religion chrétienne veut qu'il y ait un certain ordre moral, un ordre public. Et donc du coup l'Église va dire ok, vous avez ce qu'on appelle des théologiens, c'est des gens qui font des discours sur l'Église qui aux alentours du XIIIe siècle vont dire bon ben finalement c'est pas si grave, on va dire les hommes ont besoin d'avoir des besoins sexuels et donc on va encadrer la prostitution, et ce sont les villes et le roi qui vont créer ce qu'on appelle des maisons de prostitution, ça s'appelle des bordels à l'époque, c'est le nom, ça veut dire petite maison en fait. Et donc ils vont créer ces maisons de prostitution, il va y en avoir une dans chaque ville du royaume de France en fait. Donc ça va se passer à la fin du Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVIe siècle, et ça se passe surtout dans le sud de l'Occident. L'Occident, en fait, c'est l'équivalent de l'Europe aujourd'hui. Et ça se passe plutôt dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, et aussi un peu en Allemagne. Et dans le nord, c'est une autre gestion. Et donc, vous avez des autorités qui vont décider d'encadrer la sexualité hors mariage. Vous n'avez pas que il faut se marier, c'est interdit de divorcer, vous avez aussi un encadrement de certaines questions. Derrière ça, il y a quoi? Il y a un discours qu'on dit genré, c'est-à-dire l'Église va avoir un discours en disant les hommes ont un besoin naturel, ce qui est absolument pas vrai, c'est pas une question de nature, un besoin naturel de sexualité, et donc il faut encadrer ce besoin. Et l'autre discours, qui est très très discriminant par rapport aux femmes, c'est les femmes sont des pécheresses par nature de toute façon. C'est un discours qu'on retrouve beaucoup dans l'Église catholique. Et donc il faut en sacrifier certaines et contrôler les autres. Alors, je ne sais pas si c'est à peu près clair la question de comment ça fonctionne. Ça va? Si vous avez des demandes de clarification, n'hésitez pas. Donc ça fonctionne comme ça. Et donc ça dure du milieu du Moyen-Âge à peu près jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'au XVe siècle. Comment ça fonctionne? Au début, vous avez un discours de l'Église qui dit ce que je vous explique, c'est à peu près c'est ok si vous allez voir des prostituées. Et ensuite, vous avez la mise en place de zones où la prostitution est autorisée, de zones où ces femmes ont le droit d'exercer ce métier. Et ces zones vont se retrouver petit à petit à des maisons qui vont se développer, et ce système va connaître son apogée à la toute fin du Moyen-Âge. Je vous ai dit, ça finit au XVe siècle. Donc entre le XVe et le XVIe siècle,
Ça finit en 1561, on n'est plus au Moyen-Âge, on est à l'époque moderne. Qu'est-ce qui se passe? Le roi de France dit j'ordonne la fermeture de toutes les maisons de prostitution du royaume de France, c'est fini, on va basculer dans un autre modèle, la fin de l'encadrement, où tout va être sanctionné. C'est-à-dire que toutes les activités sexuelles hors mariage vont être sanctionnées jusqu'au XIXe siècle, avec l'apparition des maisons closes dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors à quoi ça sert de parler de ce sujet? C'est pas juste pour parler de prostitution. En fait, quand on fait de la recherche, on va prendre un sujet et on va établir une problématique pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça nous dit de la société. Et en fait, pour toutes les périodes, ça fonctionne pour toutes les périodes, la question de la prostitution et de la sexualité, c'est un outil de travail pour travailler sur la société de manière générale. C'est ce qu'on appelle un prisme qui permet d'observer beaucoup d'aspects d'une société passée, ici, la fin du Moyen-Âge. Donc qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ça nous permet déjà d'analyser le contrôle des corps par les autorités. Donc je vous ai parlé des villes, donc un peu comme les mairies aujourd'hui, de la royauté et de l'Église qui vont avoir un discours et qui vont dire ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Ça s'appelle, en fait c'est ce qu'un monsieur qui s'appelle Michel Foucault a théorisé, qui s'appelle le biopouvoir, c'est comment les autorités vont exercer un contrôle sur les corps et sur les comportements d'une population. Donc ça c'est le premier point. Ça permet aussi de voir un peu les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir entre les villes et le roi qui vont s'affronter sur des questions à travers ces sujets-là. Ça permet aussi de travailler sur comment les villes elles sont structurées et comment les villes elles sont pensées. C'est-à-dire que vous allez avoir des informations à travers l'étude de où est-ce qu'il y avait des endroits de prostitution, où est-ce que la prostitution elle était chassée de certains endroits. Ça va vous permettre de voir comment la ville elle est pensée, quelle est la place des femmes dans cette ville, où est-ce qu'elles ont le droit d'être, où est-ce qu'elles n'ont pas le droit d'être, où est-ce que ces espaces se situent, et on se rend compte qu'il y a une corrélation entre les espaces de prostitution et ce qu'on appelle les espaces de sociabilité masculine. C'est quoi? C'est des endroits où les hommes vont aller se divertir à l'époque. C'est quoi les espaces de sociabilité à l'époque? C'est les marchés, les foires, là où il y a beaucoup de population qui va se brasser pour aller commercer, mais aussi pour faire d'autres choses du coup. Les tavernes, les auberges, et quoi d'autre? Les étuves. Les étuves, c'est un peu les ancêtres des bains publics aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, c'était des endroits où vous aviez des grandes cuves en bois, comme ça. On mettait de l'eau chaude et il y avait des planches et vous pouviez manger, vous baigner, etc. Donc c'est pas vraiment les bains publics d'aujourd'hui. Donc ça permet d'avoir des informations sur comment la ville elle est articulée, et enfin ça permet aussi de s'interroger sur la place des femmes dans la ville. Et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que les femmes, en fonction de si ce sont des femmes qu'on qualifie à l'époque de mauvaise vie, parce qu'en fait le terme prostitution il n'existe pas vraiment. À l'époque on catégorise les femmes entre les femmes mauvaises, donc les femmes qu'on dit diffamées, de mauvaise réputation, et les femmes honnêtes. Et en fonction de si vous êtes catégorisé femme honnête ou femme malhonnête, vous n'avez pas forcément les mêmes droits. Déjà, vous n'avez pas le droit, si vous êtes qualifié de diffamé, quand vous allez au tribunal, vous voulez vous défendre, votre parole va être remise en question, parce que, à cause de ce statut-là. Si ces femmes-là sont victimes de violences, l'amende de la personne qui les a agressées sera moins importante, et elles n'ont pas le droit de se déplacer aux mêmes endroits. Une femme malhonnête qui se situerait dans des endroits honnêtes va être chassée, va être réprimée, et inversement, les femmes honnêtes, on leur déconseille d'aller dans les endroits où ces femmes malhonnêtes se situent, c'est-à-dire les espaces de sociabilité masculine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, voilà, ce sujet il permet d'analyser les rapports de genre, les rapports de pouvoir, et aussi des questions de géographie urbaine. Hop. Alors, quand on fait de la recherche, avec quoi on travaille? Donc moi je suis historienne, je ne suis pas historienne de l'art, je ne suis pas historienne du bâtiment, je ne suis pas archéologue, donc je travaille principalement sur des textes, et donc sur des archives écrites,
et je voulais vous présenter un peu... j'ai fait une super faute d'ailleurs. Je voulais vous présenter un peu à quoi ça ressemblait. Je vous ai mis comment perdre un dixième de vue parce que vous allez voir que ça peut faire un peu mal aux yeux. Alors quand on travaille sur des sujets de type histoire des femmes et questions de prostitution, on travaille beaucoup sur des archives judiciaires. Pourquoi ? Puisque c'est là où on va voir quand des comportements sont condamnés. C'est là où on va avoir des informations sur ce qui n'est pas autorisé. Avant de commencer, voilà, donc ça c'est un arrêt du Parlement de Toulouse. Je ne sais pas si je peux zoomer dessus. Avec la télécommande. Ah, je vais pas réussir à l'utiliser cette télécommande. Zoom. Ah ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Ouais. Est-ce que vous arrivez à lire ? Ah non. Non. Là c'est bien écrit. Après je vais vous montrer des trucs pires. Je sais même pas ce que je vous ai mis comme archive. Alors, défense. Je peux pas plus zoomer. Ah si. Voilà. Donc là par exemple, il y a un laser là-dessus, oui. Non. Donc là par exemple, je vous prends le chapitre du milieu là. Je vous prends que le chapitre, oui, voilà, pour celui-là, là, item, hop, ici, comme ça j'y arrive. Donc là par exemple, il y a marqué item pour ce que communément les grands. Alors l'orthographe à l'époque ça n'existe pas, d'accord ? L'orthographe, voilà, vous allez voir, c'est assez. Les grands GRANS, les grands quoi ? J'arrive même pas à lire. Les grands ceux et honorables. C'est flou. Juste, ouais, c'est peut-être ça. Etc. J'essaie de trouver la source qui parle de prostitution. Ça doit être par là. Donc là, c'est là, voilà, ils font inhibition et défense à toute condition, etc. Donc ça, c'est une source qui est en ancien français. Les sources, quand on travaille sur une période reculée, on écrivait soit à la fin du Moyen-Âge en ancien français. Alors, moi, je travaille sur le sud du Royaume de France, donc on parlait à l'époque occitan. Alors, il y avait différents patois, hein, mais c'était pas un occitan unifié. Donc, vous avez des sources en occitan et vous avez des sources en latin. Voilà. Et quand on travaille sur le matériau comme ça, ce qu'on fait, ça s'appelle de la paléographie. Donc, c'est de l'étude des écritures anciennes pour essayer de retranscrire et d'écrire en français normal. Hop, je dézoome pour revenir à mon PowerPoint. Donc ici, vous avez une source fin du Moyen-Âge. À Toulouse, on a un parlement. C'est le premier parlement de province après le parlement de Paris. Et donc ce parlement, il produit des arrêts. Les arrêts, ce sont des jugements, c'est très court. Donc vous voyez ici, à chaque fois, là, vous en avez un. C'est à chaque fois qu'il y a marqué item. 1, 2, 3, vous en avez quelques-uns. Et donc ces arrêts permettent d'avoir des informations, généralement c'est telle personne a été accusée de proxénétisme parce qu'il a prostitué telle personne et il est condamné à une amende de temps. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et après on a aussi d'autres sources qui sont très intéressantes et je vous en parlerai à la fin parce que je vais vous présenter des parcours de femmes de prostituées à la fin du Moyen-Âge pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des sources sur 2, 3, 4 pages, avec, c'est un vrai procès. Vous avez l'argument de la défense, de l'avocat de la défense, de l'avocat de l'accusation, et à chaque fois avec tout un argumentaire qui explique, oui, mais là, ce qu'elle a fait, c'est pas grave, oui, mais là, cette personne a fait ça, etc., etc. Et ça nous donne plein d'informations sur certaines situations, alors que les petits arrêts, souvent, on a un nom, 2 noms, un lieu et une amende, et ça permet d'avoir très peu d'informations. La deuxième difficulté qu'il faut connaître, c'est qu'en fait, à cette époque-là, vous avez plein de juridictions qui vont se chevaucher, c'est-à-dire que là, vous avez le Parlement, c'est la justice du roi, mais vous avez aussi les villes qui vont avoir leurs propres instances de juridiction, qui vont condamner notamment en première instance, et vous avez aussi l'Église qui a une sorte de tribunal et qui va juger, elle, les clercs, les ecclésiastiques, donc les personnes, ce qu'on appelle les personnes d'église. Hop. Non, là c'est là, pardon. Alors, je vous ai mis ici un extrait justement d'un des arrêts du Parlement. Hop, je vais me mettre là pour le lire en même temps.
pour vous montrer à quoi ça ressemble l'ancien français. Donc là, c'est un couple qui est accusé de proxénétisme. Alors qu'est-ce qui a marqué? Donc je vous fais un résumé. Hein. La cour condamne Pierre Fontanès, sa femme, à faire tout nus et portant sur leur tête un chapeau de paille le tour de la ville de Toulouse et les condamne à mort et à être fustigés. Fustigés, ça veut dire battus. Oui, ils ont fait un truc très grave, donc ils ont une peine assez importante. Ils ont fait quoi? Ils ont prostitué, tu vas voir, c'est dit après. Ils sont fustigés jusqu'à effusion de sang, donc ils sont fouettés jusqu'à effusion de sang inclusivement, et ils sont bannis. Donc est fait bannir et banni la cour perpétuellement de ce royaume et de Toulouse, leurs biens. Donc en gros, ils sont bannis et on va récupérer tous leurs sous, en fait. Le Parlement récupère les sous. Donc leurs biens, et ils sont donnés, la cour les donne à une jeune fille appelée, donc c'est Catherine, j'en suis là, au milieu, je ne sais pas si vous voyez, qui était leur chambrière, et en fait ils l'ont mariée de force, ils l'ont prostituée à l'âge de 10 ans. Vous voyez, c'est marqué à l'âge de 10 ans, ils l'ont baillée et livrée à certains personnages pour être leur compagne. Et connue, en fait, en gros, par eux charnellement. Ça veut dire qu'en fait, ils l'ont forcé à avoir des relations sexuelles avec des hommes. Et donc après, c'est un reste de... Et ordonne la cour à faire d'exécution, de l'arrêt, etc., par cri public. Donc ça, on a un exemple d'une condamnation qui s'appelle à l'époque une peine infamante. Et ça s'appelle la peine de la course. Donc c'est un peu résumé, en gros, ça consiste à faire le tour de la ville aux condamnés. En fait, devant, vous avez un monsieur qui a une trompe et qui dit voilà, ces personnes ont fait ça. Donc comme ça, tout le monde est au courant. En fait, la réputation au Moyen-Âge, c'est hyper important. C'est si vous avez une mauvaise réputation, ce qu'on appelle la fama, c'est là que ça vient diffamer. Si vous avez cette mauvaise réputation, vous pouvez être exclu, vous pouvez être banni de la communauté, c'est ce qui va leur arriver. Ils vont être bannis et quant à eux, ils vont être condamnés à mort. Alors, autre idée reçue sur le Moyen-Âge, on condamne très peu à mort au Moyen-Âge. On imagine souvent que les gens ils se font torturer. Alors oui, c'est le cas avec l'Inquisition, condamnés à mort tout le temps. Ce genre d'accusation, c'est très rare et c'est parce que vous avez un cas de proxénétisme sur une fillette de 10 ans, donc qui est très jeune. Et donc, c'est un fait qui est grave. Et donc, ces personnes-là font le tour de la ville. Généralement, ils sont en chemisette. On dit nu, mais en fait, on a toujours une sous-chemisette au Moyen-Âge. Et donc ils sont ensuite bannis. On ne sait pas s'ils ont été vraiment condamnés à mort ou pas, parce que des fois on peut se faire condamner à mort et après vous faites appel, c'est comme aujourd'hui, et la cour peut revenir sur sa décision. Donc ça c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une source de justice. Voilà, je vous ai dit que des fois ça pouvait faire encore plus mal aux yeux. Donc là je vous ai mis... donc je vous ai dit qu'il y avait le Parlement, qu'il y avait aussi les villes qui avaient leur propre justice en première instance. Et donc ici, on est sur un conte de la ville de Toulouse qui parle d'une amende qui est infligée à une femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Donc vous avez le texte en occitan à droite. Et c'est... hop, je la cherche. Tac, tac. C'est cet extrait-là, si vous voulez comparer. C'est item à payer demandamment, c'est là. Et donc c'est tout ce qu'il y a là, ici. Et donc en fait, ce qu'il y a écrit, c'est que les seigneurs des capitouls, les capitouls, ce sont un peu les conseillers municipaux, les consuls de Toulouse, ils s'appelaient comme ça. Et donc ils font leur exécution de justice contre une femme qui va être fustigée, c'est pareil, battue. Parce que, donc il s'appelait Joannetta et qui est maquerelle. Maquerelle, c'est, vous savez ce que c'est une maquerelle? Oui, qui a prostitué sa fille, en fait. Voilà. Oui, je vous ai mis des sources un peu. Et donc le prix de tout ça, ça a coûté 1 livre et 5 sous. Donc c'était 1 livre et 5 sous. Donc les euros, ça n'existait pas au Moyen-Âge, vous imaginez bien. Et donc du coup, c'était les unités de monnaie. Il y avait des livres, des sous et des deniers en fait. Voilà. Ça, c'est le prix qu'a coûté l'exécution de justice. Ils l'ont tué parce que la justice a fait... Non, ils l'ont pas tué. Ils l'ont battu. Fustigé, je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce qu'il y avait dans la précédente source. Fustigé, ça veut dire elle s'est fait fouetter, quoi.
Donc non, ils n'ont pas condamné à mort. On condamne très très peu à mort au Moyen-Âge en fait. Et Donc, c'est beaucoup un livre et 5 sous? Pardon? C'est beaucoup les sous là? Ah, ce que ça a coûté Non, c'est l'exécution de justice, c'est ce que ça a coûté. En fait, c'est ce qu'on a payé aux personnes qui ont exécuté le commandement. Oui? Est-ce que c'était cher par exemple un livre 5 sous? Est-ce que c'était cher un livre 5 sous? Ah. Non, ça c'est pas grand chose. Mais un livre 5 sous, c'est ce que les capitouls, les conseillers municipaux de Toulouse, ont payé à la personne qui s'est chargée de faire l'exécution. C'est pas une exécution, d'exécuter le jugement. Si tu veux. C'est pas l'amende que la femme a. C'est pas l'amende que. Ah mais si. Attends, pardon. Non, là c'est pas l'amende que la femme a payée. J'ai mis un exemple d'amende, mais pardon, c'est moi qui ai fait un raccourci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous montre d'autres choses. Donc voilà, ça c'est une source en occitan qui est très mal écrite et qui fait donc mal aux yeux. Hop. Voilà. Et ensuite, on a toutes ces archives judiciaires qui permettent d'avoir plein d'informations et on a plein d'autres choses aussi qui permettent de travailler sur le sujet. Et notamment dans les archives communales. Les archives communales, ce sont des archives de ville. Et donc on va avoir donc, les comptes dont je vous ai parlé, où vous pouvez trouver plein de choses différentes. Donc là je vous ai montré les prix qui sont payés pour les exécutions de justice. Vous avez aussi tout ce qui touche à la réparation de la maison de prostitution. Donc vous allez trouver plein de sources qui disent bon ben là il a fallu qu'on répare une serrure, là il y avait une porte cassée, machin, etc. etc. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à voir notamment que c'est un établissement qui est régulièrement assailli par des hommes qui vont chercher à rentrer de force, et ça nous permet à chaque fois de récupérer des informations sur l'établissement. On peut savoir, ah ben tiens, vu qu'il y a eu tant de serrures, il y avait tant de portes, et du coup il y avait tant de chambres, et ça nous permet d'imaginer. Parce que vous imaginez bien, quand on fait de l'histoire sur une période aussi reculée, du coup c'est un peu difficile d'avoir, on n'a pas beaucoup de sources, donc il faut les prendre, il faut essayer de deviner plein de choses à partir des informations qu'on a. Donc on a des comptes, les cartulaires c'est quoi? Ce sont des archives, des villes, où on va enregistrer tous les privilèges que nous donne notamment le roi. Donc tous les règlements officiels de la ville. Alors vous avez des règlements sur tout et n'importe quoi, sur la gestion des ordures, sur les incendies. Et du coup dans les incendies on va parler de comment on gère la maison de prostitution, sur le droit des femmes à aller là, à ne pas aller là, sur la répression du proxénétisme, etc. etc. Et vous avez aussi des contrats. C'est ce que je ne vous ai pas raconté tout à l'heure, c'est que donc, les établissements de prostitution ils sont publics, ils appartiennent aux villes, mais bien sûr c'est pas les sortes de conseillers municipaux qui vont gérer la maison de prostitution. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas aller tous les jours s'occuper de gérer les tarifs d'entrée, etc. etc. Donc ces droits de s'occuper de la maison, ils sont donnés à ce qu'on appelle un tenancier. En fait, tenancier, c'est bien de tenir, c'est quelqu'un qui tient la maison de prostitution, qui va s'occuper de la sécurité, de faire attention à ce que les gens ne rentrent pas armés, parce que c'est interdit dans la maison de prostitution, qu'ils ne soient pas en état d'ébriété trop fort, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, etc., etc. Et donc ces tenanciers, on va retrouver les contrats, donc on va savoir qui c'est. On va se rendre compte qu'au début, c'est des femmes. On va se rendre compte qu'au début, c'est des anciennes prostituées, que petit à petit, au fil du temps, c'est plus des femmes, ce sont des hommes. Pourquoi? Parce que ça coûte de plus en plus cher de s'occuper de la maison de prostitution. Pourquoi? Et bien parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Parce qu'on peut faire du profit à travers ces maisons de prostitution. Et donc on va avoir plein d'informations comme ça. Et là ce que je vous ai mis, c'est un compte c'est des dépenses aussi de la ville sur la maison de prostitution. Hop. Ce qu'on peut retrouver aussi dans les... je vous ai parlé des comptes, on peut retrouver aussi... Ah, il y a eu un petit bug. Des listes de prostituées. Vous avez dans certaines archives, dans les comptes, vous avez 4 ou 5 listes. Et ça, c'est le nom des prostituées qui vivaient dans la maison de prostitution de Toulouse au XVIe siècle, en 1521. Qu'est-ce que ça peut nous permettre d'avoir comme information à votre avis? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce genre de liste? On peut se poser des questions sur quoi? Quand vous voyez les... Oui? Le nombre? Les noms? C'est quoi les noms qui sont colorés?
Ah, que ce soit en jaune et en blanc? Oui. C'est ça, c'est pourquoi c'est coloré entre jaune et blanc? Non, c'était juste pour avoir la différence et faire des collègues. Ça n'a rien à voir, c'est juste... Oui, Bah, je pense pas que c'est des vrais noms, c'est plutôt des surnoms, non? c'est des surnoms, ouais. Oui, De là où ils disent. de là où elles viennent. Pourquoi? La lionisation. Ouais, alors ouais, est-ce que ça pourrait pas indiquer des origines géographiques? Pourquoi elles ont des surnoms à votre avis? Ça existait hein, le nom et le prénom à l'époque. Ouais. Pas qu'on sache leur vraie identité, non? Pour pas qu'on sache leur vraie identité et aussi pour marquer le fait que ce sont, je vous ai parlé, femmes diffamées, femmes honnêtes. En fait, quand les femmes elles sont nommées comme ça rappelle aussi ce caractère-là et le fait que ce sont voilà, des femmes de mauvaise vie. C'est qu'elles n'ont pas un patronyme, elles n'ont pas leur nom complet parce que les femmes de mauvaise vie, souvent on les appelle. Alors il y en a quand même qui l'ont. Je sais pas sur celui-là, il y en a. De quoi? S'il y en a où on voit leur nom et leur prénom. Parce que sinon c'est toujours la Johanna. Alors là, c'est en occitan. Donc la Grande Marie, ça peut être des références à leur morphologie, elle devrait être grande. La Bordalaisa, c'est la Bordelaise. Vous avez la Lyonnaise, vous avez la Mauriaca, c'est la Mauresque. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, on peut s'interroger sur l'origine. On peut s'interroger sur pourquoi elles ont des sortes de pseudonymes. Et enfin, qu'est-ce que ça nous donne d'autre comme information, à votre avis? Tout simplement, c'est tout bête. Ouais. Il y en a beaucoup, voilà, ça nous permet de savoir... Ah ouais, c'était une grande maison de prostitution. Ça nous permet en fait de savoir combien il y avait de prostituées dans la maison de prostitution de Toulouse à cette époque. Donc là, c'est au XVIe siècle. Je crois qu'elles sont une trentaine. 50 ans avant, elles étaient 6. Oui. Elles avaient quel âge? On ne sait pas trop. Alors, on ne sait pas trop. Voilà, c'est un peu les limites. Je vais en parler juste après. De travailler sur ces périodes-là, c'est qu'on a très 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 peu d'informations sur les femmes parce qu'on n'estime pas que c'est important de donner des informations sur elles. Et donc du coup, en fait, on a quasiment que ça, où on va avoir un peu d'informations complémentaires dans les arrêts du Parlement dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, le problème c'est que leur âge, souvent on l'a pas, et puis souvent, à cette époque-là, on sait pas, enfin l'âge, c'est âgé de, et vous pouvez être âgé de 20 à 30 ans, quoi. Enfin, c'est à peu près comme ça. Donc du coup, on n'a pas ces informations-là. Même ce qu'on sait, c'est que dans le parcours d'une femme qui se prostituerait, arriver à la maison de prostitution, c'est généralement plutôt en fin de parcours. C'est-à-dire que les plus jeunes femmes vont aller dans des maisons de prostitution privées, qui sont plus... qui sont plus pour un public plus riche, voilà. Et elles finissent dans la maison de prostitution publique, où là, ces maisons de prostitution, elles sont accessibles à des personnes à des ouvriers. Le prix dans une maison de prostitution, c'est le prix d'un salaire journalier. Donc c'est le prix d'un jour de travail d'un ouvrier, à peu près. Et voilà, oui, c'est ce que j'étais en train de commencer à vous dire, c'est que le problème, donc quand on travaille sur cette période-là, c'est qu'on a très 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 peu d'informations sur les femmes. Pourquoi? Parce que ces archives, elles sont produites par des hommes, donc par soit que ce soit donc des élites municipales, des officiers royaux ou des ecclésiastiques qui fournissent un discours vis-à-vis de ces femmes, et notamment des femmes diffamées, qui dit en fait qu'un peu, c'est des femmes qu'on sacrifie, et du coup, on ne s'intéresse pas à elles, on ne va pas apporter des informations, des détails sur ces femmes-là. Ce qui nous intéresse, et ce qui les intéresse, c'est comment on va gérer la maison de prostitution, et comment ça se passe sans qu'il y ait de débordement, et puis c'est tout. Donc le problème, c'est que quand on travaille sur l'histoire des femmes, sur les prostituées, mais aussi sur d'autres sujets, c'est très difficile, et ça c'est pas que la période médiévale, si un jour, je sais pas si vous aurez l'occasion de parler avec d'autres chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, même à l'époque moderne, même à l'époque contemporaine, c'est un peu pareil. Et donc du coup on se retrouve à devoir essayer de faire parler les silences, d'essayer dans chaque source d'aller chercher un peu pourquoi, comment, et essayer d'aller
deviner en creux en fait ce qui se passe. Cette question-là, elle s'applique aussi en fait aux classes populaires. Hein. C'est pareil, ce sont des archives qui sont fabriquées par une élite, qui sont écrites par une élite et qui sont destinées à une élite. Elles ne sont pas destinées, ces archives, à être lues par tout le monde. Hein. Les gens, quand ils les fabriquent, ces archives, et même nous, quand on écrit des documents, on ne s'imagine pas, enfin en tout cas on ne pense pas à quoi ça va servir dans 200 ans quand il y a des historiens qui vont se pencher sur ces documents-là. Et donc du coup, il y a une grosse difficulté d'avoir des informations. Je vous ai mis une petite représentation, c'est un plafond peint. En gros, un plafond peint, c'est des petites, des petits panneaux de bois qui entrent des poutres. C'est un plafond qui date du Moyen-Âge, hein, de la fin du Moyen-Âge. Et ça, c'est une représentation assez générale des femmes de mauvaise vie. Pourquoi ? Est-ce que vous devinez pourquoi cette femme-là, on la considère comme une femme un peu légère, entre guillemets, une femme diffamée. Elle a des attributs qui font que c'est la représentation à l'époque des femmes diffamées. Oui. Les sourcils, ah ouais, elle a l'air méchante, c'est vrai. Ouais. Ouais. Elle a l'air mauvaise. Oui. Les cheveux, ils sont pas attachés, etc. Elle a les cheveux détachés et longs. Ouais, très bien. Il y a quoi d'autre, à votre avis ? Oui. Elle a l'air maigre, hein. Ouais. Ça, pas forcément. Il y a aussi des femmes honnêtes qui sont... Alors, les femmes honnêtes, elles sont voilées, du coup, hein, à l'époque. On les représente voilées. Je vous en ai mis qu'une, si je pourrais vous montrer les autres. Je peux pas vous montrer les autres. Mais du coup, ça, elles sont toutes à peu près, elles sont toutes représentées comme ça. Après, ça dépend des modes. Des fois, c'était bien d'avoir un gros ventre. Des fois, c'était bien... À une époque, au Moyen-Âge, on s'épilait le haut du front. Les femmes, elles s'épilaient le haut du front, donc elles avaient des très grands fronts. Ça a duré 50 ans, après, ils ont arrêté. Quoi d'autre ? Les cheveux longs, les cheveux détachés. Ils sont de quelle couleur, ces cheveux ? Roux. Roux, donc ça, cheveux roux, représentation de la femme mauvaise. Et est-ce que vous savez ce que c'est, l'objet qu'elle tient dans sa main ? Un miroir. Et donc, est-ce que ça vous rappelle le miroir ? Ça vous évoque quoi ? Pourquoi c'est une femme... pourquoi tenir un miroir, ça fait appel à certaines choses qui sont négatives ? Oui ? C'est un peu chill, mais moi, ça me fait penser à Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige ? Oui. Ouais. Ouais. J'entends, oui. C'est-à-dire qu'elle pense beaucoup à son apparence. Elle pense beaucoup à son apparence, elle est dans la futilité, dans le paraître, etc., etc. Très bien. Et en fait, l'autre main, elle tient un peigne et un miroir. Hop. Alors j'en suis à où ? Ah oui, quand même. Quelle heure il est ? Oui. Donc je vous ai mis, je vais vous parler que des femmes du coup. Donc ça, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information ? Donc leurs origines en fonction des listes, ou leur origine supposée. Et après, quelques petites autres choses. Hop. Qu'est-ce qu'on a aussi comme information ? On se rend compte que ce sont des femmes qui ont très très peu de caractéristiques communes. Vous allez pouvoir trouver des femmes qui sont mariées, qui vont se prostituer au bordel, contrairement à ce qu'on peut penser. Des femmes de différents âges, de différentes origines. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que c'est des femmes qui bougent beaucoup. Et ça, c'est pareil, ça va un peu à l'encontre d'une idée reçue sur le Moyen-Âge où on pense que les gens, ils bougeaient pas et qu'ils voyageaient pas du tout, alors que c'est pas vrai. En fait, au Moyen-Âge, les gens, ils étaient souvent et très très souvent sur les routes. Et les prostituées aussi. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'une femme qui s'appelle... Hop, c'est laquelle celle-là ? Marguerite. Ah non, Jeannette. Alors, il y en a une qui s'appelle Jeannette, qui est amenée par un proxénète qui s'appelle Guillaume Ducoing, qui la prend et qui l'amène à Carcassonne, où elle gagne de l'argent. Elle va à Narbonne, à Béziers, à Montpellier, à Avignon, à Marseille. Donc de là, ils se font de l'argent du coup tous les deux, enfin surtout le proxénète. Donc c'est toujours écrit en chiffres romains. Donc 60 écus, hein, elle c'est 50 x, c'est 10. Et après, elle revient à Toulouse et elle devient la tenancière de la maison de prostitution. Donc ce sont des femmes qui bougent beaucoup.
Il me reste combien de temps, à peu près? Il est 33. Ah non, mais elle a parlé toute seule? Oui, non, mais il reste pas 33 minutes. Ah d'accord. Combien? T'as besoin de combien de temps? Ah non, je m'en fiche, moi je m'arrête quand je fais cet exemple-là et puis vous me dites si je m'arrête ou si... C'est bon, hein. Ok. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous parlais des sources, je vous ai dit qu'il y avait des audiences qui étaient un peu plus longues et qui permettaient d'avoir des infos sur ces femmes-là. Et donc, je vous ai mis l'exemple d'une des audiences du Parlement, je crois que c'est aux alentours du 15e siècle, milieu du 15e siècle, on est en 1450. Et on a une femme qui s'appelle Catherine du Madieu qui vit alors dans le Rouergue c'est la région le département de l'Aveyron maintenant. Et donc on a 3-4 pages qui nous parlent de cette femme. Je vous ai mis la source, donc vous allez voir sa vie au début, enfin elle n'était pas très rigolote. Donc dit qu'il y a dans un mât, un petit mât, du Rouergue donc en Aveyron qui s'appelle le Madieu, auquel elle demeurait avec son mari paisiblement. Elle demeurait sans lui faire de faute à son mari. Ça c'est l'avocat de Catherine qui parle. Et lequel mari a souvent essayé de la vendre. Et donc elle ne voulait pas se faire vendre, elle ne voulait pas se faire prostituer en fait. Et donc il la bat très fort. Et avec des complices, son mari la prend de nuit et il l'amène sur la rive de la rivière du Vior, qui est située en Aveyron. Et il la jette alors en un gour c'est un puits en gros. Et ils la crurent noyée. Mais par la grâce de Dieu, elle sortit de l'eau et elle s'en va. Elle part, elle fuit le domicile conjugal, donc c'est une femme qui est victime de violence, et qui va partir dans la ville de Rodez, qui est située en Aveyron. Et donc cette femme-là, elle va être accusée de prostitution, de proxénétisme, et de plein d'autres choses. En fait, on va dire oui, mais cette femme, elle est partie, elle s'est prostituée auprès de soldats, auprès d'ecclésiastiques. Alors c'est bien parce que ça vous permet d'avoir des informations sur qui c'est que ça peut être, les clients, etc., sur la mobilité dont je vous parlais. Et elle s'en va à Rodez et on l'accuse d'être en fait, de prétexter d'être vendeuse de cuir et en fait de travailler avec des femmes plus jeunes et de les prostituer. Et donc Catherine, on va lui dire, maintenant il faut que tu retournes auprès de ton mari, ce que tu as fait c'est mal, tu es une femme diffamée, maintenant il faut que tu retournes. Et donc elle va protester, elle va se saisir de la justice pour faire appel, pour dire non, voilà je peux pas, mon mari est violent, etc. Et elle va se révolter, et ce qu'elle va faire c'est qu'elle va s'enfermer en fait dans une église toute une nuit, et elle va sonner les cloches de l'église, pour protester et pour empêcher la justice de la ramener auprès de son mari. Voilà, ça c'est Catherine. Hein? Ah, non. Non. Alors, elle fait ça. Elle va dans une église, elle proteste toute la nuit durant, etc. Donc la source explique ça. On lui dit non. Donc le premier acte de justice dit non. Vous devez retourner auprès de votre mari, et en fait elle ne va pas s'arrêter là, et c'est assez intéressant parce que souvent au Moyen-Âge on vous présente les femmes comme des femmes très passives, qui peuvent pas faire grand chose pour leur situation, qui n'ont pas de pouvoir, de capacité d'agir, on appelle ça comme ça. Et en fait cette femme-là elle va faire appel 3 fois, elle va pas renoncer, elle va partir dans la ville d'à côté, elle va aller voir l'agent de justice d'à côté, ça s'appelle un viguier, elle va lui dire non je veux faire appel à la justice, elle va remuer ciel et terre on va la voir dans plusieurs sources, essayer de rester indépendante en fait et de rester autonome. Et c'est assez intéressant parce que ça va un peu à l'encontre des clichés qui voient des femmes qui sont forcément des prostituées qui sont tenues par des proxénètes. Ici il n'y a aucun homme, il y a Catherine toute seule qui est accusée de plein de choses mais elle n'est pas tenue par un proxénète, etc. Et surtout c'est une femme qui connaît les mécanismes de justice, qui s'en saisit et voilà, on a une vision un peu différente de celle qu'on pourrait se faire des femmes à cette époque-là. Qui seraient uniquement des personnes qui seraient victimes et qui ne pourraient rien faire. Et malheureusement, elle perd son procès à la fin.
où ça finit jamais vraiment très bien de toute façon. Hop, voilà. Alors j'avais un autre exemple, c'est pareil, c'est une femme. C'est pareil, c'est une femme qui s'installe, qui quitte son mari, qui s'installe à Toulouse et à qui on demande de rentrer auprès de son mari et qui va être accusée de plein de choses. En gros, elle fait la loi dans tout son quartier, etc. etc. Et pour finir, est-ce que je fais... Non, j'arrête là. Non, continue. Je continue. Hop. Et le dernier parcours dont je voulais vous parler, parce que je vous ai parlé de femmes et je voulais parler un peu des hommes et des proxénètes. Alors c'est pareil, ce sont des hommes avec des profils très variés. On peut aller du petit proxénète à souvent à des personnes qui sont à des postes de pouvoir et qui vont utiliser leur position pour exploiter des femmes. Et je vous ai mis un exemple d'une audience du Parlement qui parle de Arnaud de Sauzaguet et Martin Belzan, qui vont enlever une femme qui était dans une abbaye, alors on ne sait pas du tout ce qu'elle faisait dans cette abbaye, et qui vont l'enlever, qui est mariée, qui était dans une abbaye, ils vont l'enlever et ils vont lui dire bah, tu vas te marier avec cette personne-là. Alors c'est assez intéressant, je vous ai mis la source. Ils veulent la marier avec un homme, c'est la première ligne, âgé de 80 ou 100 ans. Donc vous imaginez, en fait, il y avait... Alors, c'est un âge approximatif, mais il y avait vraiment des gens qui vivaient à cette époque-là jusqu'à 70-80 ans, ça existe. En fait, une fois que vous avez passé la vingtaine-trentaine, parce que c'est une société qui est très violente, c'est une violence qui est codifiée, où vous risquez quand même de mourir parce que vous vous êtes battu, etc., etc., vous pouvez vivre vieux au Moyen-Âge. Bon, donc on la force à se marier avec ce monsieur. Elle veut pas, elle se fait battre. Les proxénètes vont lui prendre ses biens. C'était sans doute une femme qui avait quand même, qui était assez aisée. Et je pense qu'ils l'ont enlevée aussi pour ses biens. Donc ils vont prendre ses biens, ils vont la forcer à se marier et ils vont en gros, ils vont la prostituer. Ce monsieur va venir quand même un jour à mourir et ils vont essayer de la forcer une deuxième fois à se marier avec un autre homme. Et à ce moment-là, ils vont la battre à nouveau et elle va mourir. Donc c'est un exemple de féminicide. Elle va mourir et ils vont dissimuler, ils vont essayer de dissimuler le meurtre en l'enterrant de nuit dans un petit cimetière et ils vont se faire attraper par le recteur de la ville. C'est une personne qui dirige la ville et donc ils vont se faire condamner. Pas du tout pour le proxénétisme, ils vont se faire condamner pour le meurtre de la femme. Oui. Mais en fait, c'est pour récupérer ses biens. Parce qu'en fait, il s'arrange avec le monsieur. Parce qu'une fois que vous vous mariez, les biens sont transférés. Et donc en fait, dans le fond de cette affaire-là, elle est très longue celle-là, parce qu'en fait, en attendant, il y a le mari et les proxénètes qui se battent par procédure interposée pour dire non mais c'est ma femme, je veux récupérer ses biens, et non mais elle est mariée à machin et ses biens ils appartiennent là. C'est toute une question d'argent, beaucoup. Et à la fin, donc ces personnes-là sont condamnées pour meurtre, mais ils sont condamnés à une lourde amende, mais il n'y a pas de peine, comme je vous ai présenté tout à l'heure, genre des peines infamantes, donc des peines corporelles, etc., etc. Ils sont simplement condamnés à une amende qui est énorme, qui est de mémoire 1000 livres. Non, par contre, c'est beaucoup. Pardon ? Ça représente combien je peux pas faire de comparaison, c'est hyper compliqué parce que le cours de la monnaie, il évolue pendant le Moyen-Âge. Donc en savoir combien ça valait à peu près en 1460, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup d'argent. Mais parce qu'il y a des questions d'argent derrière et c'est des gens qui avaient récupéré quand même les biens de cette personne-là. Oui ? Qui c'est qui les a récupérés, les biens, à la fin ? Alors à la fin, son mari initial, qui devait pas être bien net non plus, parce qu'on se demande quand même ce qu'elle faisait toute seule dans une abbaye et qui n'était pas auprès de son mari, c'est le mari qui récupère les biens. Et les proxénètes sont condamnés à une grosse amende, qui là va dans les caisses de la justice en fait. Hop. Voilà, donc pour conclure, juste très rapidement, j'ai essayé de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait le travail d'un chercheur qui travaille sur le Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on pouvait, très brièvement, qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme information à partir des sources écrites.
Ces sources, il faut toujours les regarder. C'est un peu comme quand vous lisez des textes aujourd'hui, hein, c'est toujours les regarder avec un esprit critique, c'est très important. Essayer de se demander quelle est leur origine, pourquoi elles sont écrites, est-ce qu'elles peuvent être biaisées, hein, puisque ça peut être des argumentaires, donc il faut jamais, mais ça c'est pareil pour plein de choses, hein, ne jamais prendre ce qu'on lit pour argent comptant, l'interroger, réfléchir au contexte qu'il y a autour, au contexte politique, pourquoi on fait ça, etc. Voilà, il faut toujours se questionner là-dessus. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions quand même, s'il vous plaît? Oui, alors à droite, Anna. Allez. Oui. Alors, la question du consentement, pour moi, c'est une bonne question. S'il vous plaît. Donc la question c'est est-ce que la petite fille qui s'est fait prostituer, est-ce que c'est pas du viol? C'est une très bonne question sur la question du consentement, la question des violences. Le problème, c'est ce que je vous disais, ça rejoint les sources en fait. Le problème, c'est que la question de si cette personne est consentante et du viol, on la voit très peu apparaître. Il y a très peu, il y en a, ça existe, hein, des condamnations pour viol de femmes, mais on en retrouve très peu parce que là, le sujet qu'on condamne, c'est le couple de proxénètes. Et en fait, la situation de cette jeune fille, dans la source, si tu veux, tout le monde, enfin, c'est pas intéressant pour les personnes qui jugent ça. Donc en fait, on ne sait pas, elle n'était pas consentante, elle s'est fait prostituer à 10 ans, elle a été, en plus, c'est une mineure. Donc en fait, enfin oui, c'est du viol, c'est du proxénétisme, mais c'est de la prostitution forcée. Mais en fait, la question que tu poses, elle est intéressante parce que ces questions de consentement, etc., on les retrouve très peu. Dans les archives. Ce qui veut dire que, en fait, les personnes qui ont utilisé le bordel dans lequel se trouvaient des très jeunes, ou qui ont fait appel à ces très jeunes, ne sont de toute façon, des clients, autrement dit, ne sont de toute façon jamais attaqués. Alors là, ça ne se passe pas dans un bordel. Oui, ça se passe pas dans un bordel. Parce que la prostitution des mineurs, c'est pas autorisé dans le bordel public du coup. D'accord. Et dans les privés? Et dans les privés, on ne sait pas trop. Ouais. Voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'informations sur l'âge des femmes. Quoi. Les clients sont-ils attaqués, hein, s'il vous plaît? Est-ce que les clients sont attaqués? À un moment quelconque en justice. Oui, alors les clients peuvent être attaqués parce qu'ils ont violenté les prostituées. Alors souvent vous avez des hommes d'église qui sont accusés parce qu'ils sont rentrés de force dans une chambre et qu'ils ont violenté une prostituée. Quand elles sont dans la maison publique, elles sont protégées par les autorités publiques. Hein, le bordel, il est sous sauvegarde du roi, c'est-à-dire que qui s'en prend aux personnes qui sont dedans s'en prend au roi. Donc il y a ça, et souvent les clients ils peuvent être condamnés parce qu'ils fréquentent trop assidûment. C'est-à-dire que les fois où vous allez trouver des hommes qui sont condamnés, soit c'est parce qu'ils ont commis des violences, soit c'est parce qu'ils n'avaient pas trop le droit d'être là. Ça c'est le cas des hommes d'église, qu'on retrouve quand même souvent. Et soit c'est parce que bon, ça suffit, quoi. La personne on la retrouve jour et nuit à la maison de prostitution, et dans ce cas-là, c'est pas bien, c'est considéré comme amoral, et donc du coup on va sommer la personne d'arrêter, on va lui mettre une petite amende, et voilà. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que c'est ça, les femmes sont bien protégées. Enfin, maintenant, les femmes sont protégées, mais forcément la justice, elle ne fait rien. Or qu'avant, je suppose que. Je ne sais pas comment expliquer. Les femmes étaient un peu plus protégées avec plus de punitions envers les hommes. Alors, il y a effectivement, c'est un peu. Le problème, c'est que c'est pas hyper clair dans le sens où. Les femmes qui sont dans le bordel qui est encadré, elles sont en partie protégées. Mais en fait, elles sont aussi beaucoup plus victimes des agressions des hommes. Donc celles-là, elles vont être protégées. Mais le reste des femmes qui sont considérées comme malhonnêtes, elles vont être à la fois, elles peuvent être défendues, mais elles sont aussi victimes de beaucoup de violences. Donc oui, il y a une protection de certaines femmes, mais juste d'une catégorie de femmes, c'est ce qu'on appelle les prostituées publiques, qui sont dans le bordel public. Celles-là, elles sont protégées. Alors après, ce qui est très difficile, c'est que nous, ce qu'on retrouve dans les sources, on n'a que
la situation de quand elles sont défendues, quand les personnes sont attaquées parce qu'ils ont violenté une prostituée publique. Sauf qu'on ne sait pas dans la réalité combien de fois cette personne a pu être victime de violence sans qu'il se passe rien. Parce que, sans que la justice elle intervienne. Vu qu'en fait tu peux le voir qu'au prisme qu'avec les décisions de justice. Tu sais que quand c'est condamné. Donc il peut très bien y avoir des violences, c'est ça que je disais par interroger les silencieux. Il peut y avoir des violences qui ne sont pas condamnées parce qu'elles sont acceptées. Et ça, le problème, c'est que tu n'as pas de source, tu n'as pas de texte, donc tu peux pas le savoir vraiment en fait. C'est ça qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, tu vois qu'il y a des femmes qui peuvent être victimes de violences et qui ne sont pas soutenues par la justice parce que tu as leur témoignage oral, tu as leur témoignage, alors qu'avant ces témoignages de femmes, ils n'existent pas. Parce que c'est des femmes qui ne savaient pas forcément écrire et parce que ça c'est pas remonté jusqu'à nous, c'est une période qui est très éloignée. Donc du coup, on voit qu'une partie du tableau. Si tu veux. Voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué de répondre à ta question. Oui, elles sont un peu protégées, mais enfin voilà. La question c'est est-ce qu'elles ne sont pas aussi victimes de violences sans que personne ne fasse rien la majorité du temps. Et ça, on ne peut pas le savoir. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. Bon, c'est nous qui te remercions. Avec plaisir. Et puis, ouais, une fois,